Bon, merci de m'avoir invité à présenter des travaux que j'ai faits il y a déjà quelques temps. En préparant les transparents et la conférence, je me suis dit que présenter les deux modèles en détail serait peut-être un peu ambitieux. Donc, je vais plutôt concentrer sur un seul, le premier, et vaguement, très rapidement, exposer la problématique du deuxième. Donc, le thème de tout mon exposé, c'est que les mathématiques sont de plus en plus importantes pour la biologie. Donc, depuis plusieurs années, il y a beaucoup de travaux qui se font dans différents domaines de la biologie, dans lesquels les mathématiques sont importantes et contribuent en fait de manière symbiotique à développer les mathématiques qui vont ensuite supporter des compréhensions biologiques. Donc, il y a un certain nombre de rapports qui sont apparus. Ici, c'est une étude sur les programmes de premier cycle, comment essayer d'intégrer les mathématiques dans la biologie pour que ça devienne pertinent. Et plus récemment, en fait, c'est ce qui a inspiré mon résumé, que la biologie est la science du 21e siècle, comme la physique l'était. Donc, comme le dit un biologiste, les mathématiques sont le nouveau microscope de la biologie et mieux, et que la biologie, c'est la prochaine physique, mais en mieux. Donc, je m'excuse d'avance pour les étudiants de physique dans l'audience. Donc, Cohen donne un certain nombre d'exemples historiques dans lesquels les mathématiques ont été utilisées pour développer différents problèmes ou comprendre certains problèmes de biologie. Donc, il y a très longtemps, Euler avait en fait regardé les premiers problèmes de population. Et donc, plus tard, Galton, un des créateurs des probabilités, Markov, Pearson, les statistiques, et la loi de Hardy-Weinberg, qui est en fait une application que Hardy avait développée. Donc, le Hardy des mathématiques pures, qui était fier de dire qu'il n'avait jamais rien fait d'utile dans sa vie, hors les mathématiques. Donc, il y a une loi en génétique qui porte son nom. Il doit se retourner dans sa tombe. Donc, beaucoup en biologie, comme je dis, en population, les équations de Volterra avec Lotka, et plus récemment, la théorie des jeux, par exemple, de von Neumann, et Turing, les machines de Turing qui avaient travaillé sur la morphogénèse, la diffusion. Donc, il y a un très long historique d'utilisation des mathématiques en biologie. Et ce qui est nouveau, c'est maintenant la part des données et la mesure dans laquelle les données peuvent maintenant massives être intégrées. Donc, le genre de système qui m'intéresse, c'est les systèmes dynamiques, donc les fluctuations en fonction du temps dans différents systèmes physiologiques, dont celui avec lequel vous êtes le plus familier, c'est les rythmes circadiens, surtout quand on change d'heure, comme la dernière fin de semaine. Donc, on se rend compte que les systèmes physiologiques sont liés à des inputs circadiens, donc surtout la lumière. Donc, on peut entraîner, on peut déplacer les différents rythmes avec un apport de lumière. Et en fait, il y a un nombre assez faramineux de cycles oscillatoires qui sont observés à différentes échelles, donc moléculaires, cellulaires, au niveau de l'organisme et aussi au niveau des populations. Donc, on peut voir des oscillations dans à plusieurs niveaux d'organisation. Donc, il y a quelques années, il y avait une idée d'utiliser la théorie du chaos pour l'appliquer en médecine. Donc, l'idée était
éventuellement avoir des chirurgiens qui s'inspireraient des modèles mathématiques pour faire des interventions appropriées. Bon, cette caricature est en fait utilisée au niveau méthodologique, au niveau conceptuel, pour développer en neurologie, par exemple, certaines interventions de stimulation neurologique sont effectivement basées sur des modèles mathématiques. Et donc, il y a un concept qui s'appelle les maladies dynamiques qui permet, comme on dit ici, faire l'analyse mathématique des maladies humaines. Donc, l'idée, c'est de représenter les systèmes physiologiques, donc les rythmes cardiaques, respiratoires, la production de différents types de cellules, comme des équations différentielles, en quelque sorte, et ensuite d'analyser les changements de rythme, les fluctuations, les modifications des oscillations qu'on observe physiologiquement, puis essayer de les connecter avec les paramètres ou les constantes qui apparaissent dans nos équations de modélisation. Donc, au niveau des populations, en fait, un des domaines dans lesquels il y a beaucoup d'activité, c'est les maladies infectieuses, en particulier les maladies tropicales qui sont de moins en moins tropicales. Avec les changements climatiques, comme on dit ici, les maladies tropicales sont en mouvement. Et ça rappelle en fait que l'animal le plus dangereux pour les humains, c'est pas le requin, c'est pas l'éléphant, c'est pas les serpents venimeux, c'est le moustique. Parce qu'il y a plus de morts attribuables à des maladies infectieuses transmises par les moustiques que n'importe quelle autre espèce. Et donc, comme on dit, la grande bataille des chercheurs, c'est de vaincre les épidémies avec des virus qui deviennent de plus en plus répandus, même dans les pays tropicaux. Et donc, ça pose des problèmes pour lesquels les modèles mathématiques peuvent apporter une partie des solutions. Et bon, en général, on finit toujours par se faire dire qu'on n'est pas vraiment prêt. Donc, on peut au moins préparer la théorie, puis essayer de voir la mesure dans laquelle on peut, comme le dit Bill Gates, garder le monde sécuritaire. Donc ça, c'est en maladies infectieuses. Et le grand défi, c'est les maladies qu'on appelle zoonotiques, donc celles dans lesquelles les animaux sont impliqués. Donc ça, c'est au niveau de la population. Ce que je vais présenter, c'est plutôt au niveau de la physiologie, en fait, la physiologie cardiaque. Donc c'est un travail que j'avais fait il y a quelques années avec un vrai cardiologue. C'est lui qui a écrit le manuel d'électrocardiographie clinique. Donc, juste pour vous rappeler un peu de physiologie cardiaque, donc ça c'est un cœur avec du sang artériel rouge, veineux bleu. Donc la couleur a été exagérée pour distinguer le sang artériel du sang veineux. Donc, 2 ventricules, 2 oreillettes. Le sang arrive dans les oreillettes, passe au ventricule, est expulsé. Et donc, c'est une action mécanique. L'action mécanique est donc contrôlée par une action électrique. Donc, l'action électrique, c'est ça qui fait les potentiels d'action puis qui produit les battements. Donc, la manière dont l'onde électrique se propage, c'est qu'il y a un pacemaker principal, le nœud sinusal. Bon, pas sinus comme cosinus, là. C'est sinus comme les sinusites. Donc, le nœud sinusal émet des impulsions électriques
de manière régulière, puis c'est ce groupe de cellules-là qui a la fréquence la plus élevée. Donc, c'est lui qui est le pacemaker principal. Donc, émet des impulsions cardiaques qui stimulent l'oreillette suivant des fibres particulières par lesquelles la vitesse de conduction est la plus élevée. Donc, passe par ce qu'on appelle le nœud auriculo-ventriculaire, qui est en fait le seul point de contact électrique entre les oreillettes et les ventricules. Donc, l'impulsion passe du nœud sinusal, passe dans le bundle, passe le nœud AV. Ensuite, les fibres de Purkinje et contracte le ventricule. Et donc, normalement, pour chaque contraction des oreillettes, il y a une contraction des ventricules. Et dans certaines pathologies, apparaissent des pacemakers anormaux. Donc, il y a un autre groupe de cellules, quelque part ailleurs, qui se met à aussi envoyer des impulsions qui peuvent, en interaction avec le nœud sinusal, provoquer des battements. Et donc, l'électrocardiogramme de surface mesure en fait la propagation des ondes. Et donc, on peut, à partir de l'électrocardiogramme, observer quelquefois des battements ectopiques. Donc, c'est des battements dont l'origine est supposée venir d'ailleurs que dans le nœud sinusal. Et donc, ici, on a un électrocardiogramme dans lequel on a des observations, bon, les complexes normaux, identifiés par S. Donc, c'est les battements sinusaux normaux. Et entre les battements sinusaux apparaissent un certain nombre de battements ectopiques, donc représentés par E. Donc, pour ces battements-là, on a une source différente du nœud sinusal qui produit des battements. Et donc, on observe des séquences de battements normaux, de battements ectopiques. Et quelquefois, si les battements sont trop près un de l'autre, on a un battement qui va fusionner. Donc, une arythmie, donc une dysrythmie plutôt, une pathologie du rythme cardiaque qui est observée, c'est ce que les cardiologues appellent la parasystole pure, donc pure par opposition à modulée, qui se caractérise par un certain nombre d'observations sur l'interaction, en fait, entre les battements ectopiques et les battements normaux. Donc, une des méthodes de diagnostic, c'est de compter les battements normaux entre les battements ectopiques. Et pour la parasystole pure, en fait, les périodes de chacun des deux battements sont constantes, ne varient pas. Donc, la modulation, c'est quand les fréquences varieraient. Donc, ici, on a des battements, donc le pacemaker sinusal, le pacemaker ectopique supposé, qui sont réguliers, et on observe les caractéristiques de interaction entre les différents battements. Donc, les caractéristiques, c'est que le nombre de battements normaux entre les battements ectopiques prend au plus 3 valeurs. Une de ces valeurs-là est impaire, et la plus grande est 1 de moins que la somme des deux plus petites. Donc, c'est empirique. Donc, sur la base de comment le nœud sinusal et le pacemaker principal peut interagir avec les battements ectopiques, compte tenu dans les interactions du fait que quand un potentiel d'action est généré, la fréquence ne peut pas être arbitrairement élevée parce que les cellules doivent se dépolariser se repolariser entre les impulsions. Donc,
avant d'être stimulé électriquement une deuxième fois, les cellules sont soumises à ce qu'on appelle une pause compensatoire, qui est le fait d'avoir été excité précédemment. Et donc, la manière dont on va penser aux deux rythmes, c'est que on va supposer que on a le rythme sinusal qui envoie des impulsions et un foyer ectopique qui envoie aussi des impulsions. Puis là, il faut essayer de trouver. Donc, si les battements sinusaux sont actifs, il y a une période réfractaire. Donc, c'est une période pendant laquelle les battements ectopiques n'auront pas d'effet. Donc, on bat régulièrement avec la période sinusale et on superimpose des battements ectopiques. Et là, on va compter quand est-ce que les battements normaux se produisent entre les battements ectopiques. Donc, il s'agit de compter, et ce qu'on peut mesurer expérimentalement, donc dans la clinique, en faisant des impulsions à différentes phases, on est en mesure d'estimer la période sinusale et la période réfractaire. Donc, on peut considérer comme connue ou observable la longueur de la période réfractaire et la période, ce qui va nous permettre de normaliser la période ectopique à partir de ces deux éléments-là. Donc, le modèle qu'on va utiliser est assez simple. Donc, on va supposer qu'on a des battements sinusaux avec une période qui va être en fait la mesure du temps, qu'on a un rythme ectopique, donc qu'on va normaliser, qu'on va appeler grand T, et qu'on a une période réfractaire de longueur alpha qui suit chaque battement sinusal. Donc, on va supposer, comme c'est périodique, qu'on est sur un cercle. Donc, on mesure les angles. Chaque fois qu'on franchit 0, on a un battement normal, une période réfractaire, et ensuite le temps qui continue. Et donc, quand on mesure les battements ectopiques, les battements ectopiques se produisent à une période grand T, normalisée. Et donc, à partir d'un point sur le cercle, on rajoute des multiples entiers de ce temps normalisé. Ça va nous donner le temps où se produiraient les battements ectopiques, à moins de tomber dans la période réfractaire, auquel cas ils ne sont pas observés. Et donc, ça c'est le temps mesuré en nombre réel. Et on va en fait mesurer le temps modulo 1, 1 étant la normalisation de TS. Donc, le grand T est normalisé par rapport à TS, ce qui fait qu'on est en fait sur le cercle les angles varient entre 0 et 1. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver le nombre de battements normaux entre les battements ectopiques. Et donc, prendre un battement ectopique, trouver combien de fois ça prend avant de revenir dans la période réfractaire où on va avoir un battement normal. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est partir de la période de la plage réfractaire et compter combien de battements vont se produire avant qu'on y revienne. Et donc, si on prend un point sur le cercle, on veut compter le plus petit entier ou déterminer le plus petit entier pour lequel on revient à l'extérieur de la période réfractaire. Donc,
On a ici 0 alpha, alpha 1. Donc, à l'extérieur de la période réfractaire, il y a un battement ectopique. Tant qu'on est dans la période réfractaire, c'est les battements normaux. Donc, l'impulsion ectopique n'a pas d'effet. On observe un battement normal. La prochaine fois qu'on revient à l'extérieur, là, on va avoir encore un battement ectopique. Donc, l'entier, le plus petit entier, nous donne le nombre de battements normaux entre les battements ectopiques, moins 1 à cause de la pause compensatoire. Donc, on veut trouver, à partir d'un point, donc je vous rappelle que petit f, c'est modulo 1, grand F, c'est sans modulo. Donc, on cherche les plus petits entiers m et n qui vont nous permettre de revenir hors de la période réfractaire, ce qui va provoquer un battement ectopique. Et donc, puisqu'on est sur le cercle, on doit faire un certain nombre de rotations données par un autre entier AM ou AN avant de revenir entre alpha et 1 modulo 1. Donc, quand on écrit ce qu'est Fn et Fm de alpha, c'est strictement une translation. On se retrouve avec une condition qui, pour une valeur de t, une valeur de alpha donnée, donne une condition qu'on doit interpréter comme, on l'a écrit en haut, trouver pour alpha et t donné les plus petites valeurs de n et m pour lesquelles pardon, il existe un entier AN, AM satisfaisant ces deux inégalités-là. Donc, si on considère en ordre croissant les entiers, donc ces inégalités-là, si on regarde pour m égale 1, donc pour m égale 1, le seul entier AM possible, c'est 0. Et donc l'inégalité qu'on a ici, pour m égale 1 à m égale 0, va devenir cette inégalité entre t et alpha. Donc t est la période, alpha est la période réfractaire. Et donc, on est en fait dans un rectangle. Ici, alpha augmente vers le bas. J'essayais de me rappeler pourquoi on l'a mis comme ça. Et je peux seulement trouver une explication physiologique. Que l'axe positif est orienté vers le bas. Donc, ce triangle-là correspond à cette région-ci. Donc, t entre 0 et 1 moins alpha. Et ce que je représente ici, c'est la fraction AM sur M. Donc, 0 rotation, le premier battement apparaît. Maintenant, si on est pour avoir deux battements, donc on fait 2 fois, il y a 2 impulsions à l'extérieur, on peut avoir 0 ou 1 rotation, ce qui va nous donner ces 2 inégalités-ci, qui sont cette égalité-là pour ces valeurs de M et AM. Donc, on se rend compte que si t est entre 0 et 1 moins alpha, 0 va déjà être entre 0 et 1 moins alpha sur 2. Et donc, cette région-là est muette et seulement celle-ci apparaît. Et celle-ci nous donne en fait une autre région correspondant à m égale 2 à m égale 1. Donc, le AM égale 0, m égale 2 est déjà compris dans la région 0, 1 parce qu'on veut minimiser la valeur de m. Et donc, on se retrouve pour des valeurs fixées de alpha t, qui sont la longueur, la période réfractaire, la période du battement ectopique.
Donc, on se retrouve pour chaque valeur de alpha et t à déterminer comme ça un M minimum et un AM correspondant dans différentes régions du plan des paramètres alpha et t. Et donc, puisqu'on construit les régions en ordre croissant du dénominateur, ce qu'on veut faire, c'est utiliser les suites de Faré. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été présenté dans le club mathématique. C'est une façon de construire les fractions entre 0 et 1 en additionnant les numérateurs et les dénominateurs. Donc, on a différents niveaux. Donc, le premier niveau, c'est 0 et 1. Le deuxième rajoute une demi. Donc, on prend une demi entre 0 et 1. Ensuite, avec 0, une demi et 1, on va rajouter un tiers, 2 tiers. Et en général, on va rajouter des dénominateurs qui augmentent de 1. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on va déterminer ici l'ensemble des régions pour lesquelles on va avoir le nombre minimum au dénominateur. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on se retrouve avec. Donc ici, j'ai pris l'inégalité en alpha. J'ai aussi une égalité comparable en 1. Donc, ce qu'on fait, comme on veut étudier le retour hors de la période réfractaire dans le même intervalle, on considère les extrémités. Donc, si on part de l'extrémité alpha, éventuellement, on revient. Par continuité, tous les points à droite vont aussi revenir avec le même nombre d'itérations jusqu'à ce qu'on frappe l'extrémité. Donc, ça nous donne un intervalle complet à la droite de alpha qui revient pour la première fois après m rotations. À l'autre extrémité, on a un qui revient après n itérations, n rotations. Les angles qui sont à gauche reviennent aussi avec n itérations jusqu'à ce qu'on trouve alpha. Donc, ça nous donne un autre intervalle qui revient pour la première fois. Et donc, la construction des zones liées aux suites de Faré, on en fait deux superposées, une pour une extrémité, une pour l'autre extrémité. Et donc, c'est les deux ensembles d'inégalités qu'on va utiliser. Donc ici, je l'ai pour alpha. Il y en a une semblable pour 1. Et donc, nos valeurs permises en m sur m et en n sur n vont être données par la superposition des régions. Donc, le triangle correspondant 0, 1 a une région commune avec celui correspondant à 1, 1. Donc, le premier vient du A, le deuxième vient du B. Donc ici, on est dans la région 0, 1 et la région 1/2 de B. Et donc, de cette manière-là, on a, pour chacune des extrémités, le nombre de rotations qu'on doit faire dans le numérateur, en fait, et le nombre d'itérations qu'on va avoir dans le dénominateur. Donc, ce tableau-là nous donne ce qui se passe à une extrémité et ce qui se passe à l'autre. Donc, à partir de alpha, on va le plus à droite possible. Ça nous donne les valeurs de m. À partir de le plus à gauche possible, ça nous donne les valeurs de n. Et là, il faut se demander qu'est-ce qui arrive entre les deux. Bien, en fait, ce qui arrive entre les deux, c'est simplement la somme
Donc, si on prend un point qui n'est pas dans nos intervalles minimaux, comme l'extrémité, en fait, alpha est, par définition de n, l'extrémité de l'intervalle qui revient après n. Donc, on part de S, on se retrouve à alpha après n rotations. De alpha, on se retrouve à Fm de alpha après m rotations. Et donc, Fm de alpha, c'est Fm de Fn de S, donc F de m plus n. Et donc, c'est pour ça que P est m plus n. Donc, à l'intérieur, on revient après m plus n. Donc, on voit se profiler la possibilité qu'un des entiers soit la somme des deux autres. Quelque chose comme ça. Et donc, quand on fait la rotation, quand on fait la translation pure, on se retrouve avec le compte des rotations. Donc, combien de rotations par rapport au changement d'angle. Et c'est la somme des deux précédents. Donc, et au numérateur et au dénominateur, on se retrouve avec la somme des valeurs précédentes. Donc, j'ai parlé de la pause compensatoire. Donc, le numérateur est en fait 1 de plus que le nombre de battements sinusaux entre les battements ectopiques à cause de cette pause-là, ce qui fait que quand on compte vraiment les battements, on se retrouve avec le nombre de battements possible qui est 1 de plus que la somme des deux plus petits. Et donc, si on met tout ça ensemble, et que, bon, le TE sur TS, c'est mon grand T, la période ectopique normalisée, ici, la période réfractaire normalisée, donc j'ai en fait ces mêmes diagrammes-ci que je considère maintenant pour des valeurs de T qui peuvent être plus grandes que 1. Et ça nous permet d'observer, donc ici j'ai retenu le numérateur moins 1. Donc ça nous permet d'observer le nombre de battements sinusaux entre les battements ectopiques si on se donne une valeur de la fréquence ectopique et de la période réfractaire. Donc, si vous, ou si le cardiologue vous donne une valeur de chacun des deux paramètres, on peut en principe faire une prédiction du nombre de battements ectopiques entre les battements normaux. Donc, dans chaque région, on observe ce que j'avais mentionné au début, qu'on a un seul nombre qui est impair et que le plus grand est 1 de moins que la somme des deux plus petits. Donc, quand on parle d'électrocardiogramme, ça sonne comme de la magie, mais quand on fait les suites de Farey, la magie disparaît. Et il y a une explication. Et on avait regardé quelques cas cliniques, donc dans lesquels on mesure les valeurs de l'équivalent de T et alpha. Donc à l'étoile ici, on observait les valeurs 2, 4 et 7. Et dans ces deux points-ci, on observait 1, 2 et 4 comme le nombre de battements ectopiques, de battements normaux entre les battements ectopiques. Donc, si la paracécale n'est pas pure et modulée, on doit faire des changements dans l'analyse des rotations. Donc, on peut mettre des fluctuations, on peut mettre des oscillations, et on va avoir quelque chose qui va mieux représenter les transients observés dans les électrocardiogrammes. Donc ça, c'est le premier problème que j'avais évoqué dans le résumé.
Donc, rapidement, pour le deuxième, en fait, c'est lié à le développement de médicaments. Donc, le paradigme contemporain, c'est la pharmacométrie, dans lequel on essaie de faire des modèles de maladies dynamiques ou de maladies pour faire des interventions thérapeutiques, pharmacologiques. Et on peut aller même jusqu'à faire des simulations d'essais cliniques. Donc, c'est quelque chose qui est très à la mode parce que ça permet de faire des représentations par ordinateur de maladies et de tester différentes interventions pharmacologiques. Et une des motivations principales, c'est le coût des médicaments. Donc, être capable d'identifier très tôt les médicaments qui ont des effets secondaires possibles pour les éliminer. Donc, dans le développement des médicaments, en fait, un résultat négatif est aussi désiré qu'un résultat positif, puisque le plus tôt on sait qu'il ne faut pas développer la molécule, le mieux on est positionné par rapport aux difficultés qu'elle reflète. Et donc, les compagnies pharmaceutiques rivalisent d'imagination pour nous vendre les dernières technologies. Donc, une des difficultés, c'est la représentation des modèles mathématiques en pharmacocinétique est en fait relativement élémentaire dans une certaine mesure, puisque la théorie classique est une utilisation des équations linéaires à coefficients constants. Donc, ce qu'on veut, c'est des exponentielles. Et donc, on distingue un ou deux compartiments selon qu'on se permet un certain temps pour que le médicament se rende au lieu d'action. Donc, le problème de la distribution et l'équilibration. Donc, typiquement, on va considérer un certain nombre de ces compartiments-là et avoir des constantes du premier ordre pour le transfert de la distribution. Et donc, on s'était retrouvé avec un problème d'anesthésiologie qui consistait à représenter les médicaments à action rapide. Donc, action rapide voulait dire, dans les 2 premières minutes, il y a 40% de l'effet du médicament. Donc, c'est pour la relaxation neuromusculaire pour être intubé en pré-chirurgie. Et donc, les pharmaciens n'avaient pas accès à une représentation appropriée pour représenter cette action-là rapide. Donc ici, j'ai en fait la concentration en fonction du temps. C'est une échelle logarithmique. Donc, l'aire sous la courbe correspond à l'effet ou l'action. Donc, on voit que dans les premières minutes, il y a la plus grande partie de cette action-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on a suggéré d'utiliser un modèle très simple qui était l'équation de l'advection sur un cercle avec une modification qui est un terme d'élimination. Et ce terme d'élimination, en fait, était pour suggérer la courbe de concentration après les premières minutes. Donc, ce qu'on veut représenter ici, c'est les transients, donc une solution qui va être représentative pour les premières minutes seulement. Après ça, on va tomber sur les modèles compartimentaux standards. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est choisir la fonction d'élimination, le taux d'élimination, pour ajuster le comportement asymptotique de la concentration. Donc, on peut de cette manière-là choisir le bon terme d'élimination. Il suffit de comparer
avec et sans éliminations. Et on se retrouve en fait avec la dérivée logarithmique. Donc, vous me donnez ce que vous voulez comme taux d'élimination et je vais choisir ce que je rajoute comme multiplicateur transient dans mon équation d'advection. Et donc, on avait fait des simulations pour optimiser les paramètres. Donc, pour finir, je me permets 2 minutes éditoriaux sur Poincaré, que plusieurs d'entre vous connaissent sans doute. Ceux du cours d'équation différentielle vont le connaître. Enterré à Montparnasse, qui a écrit en 1908 un texte sur l'avenir des mathématiques. Donc, il dit qu'en mathématiques, on peut faire 2 choses, soit de la physique ou de la philosophie. Donc, c'est comme ça qu'on parlait en 1908. Et essentiellement, la philosophie, c'est les maths pures, la physique, c'est les maths appliquées. Donc, la science mathématique qui réfléchit sur elle-même, bon, pour l'esprit humain qui l'a créé. Les créations, le moins d'emprunt en dehors. Et pour la physique, donc, Poincaré dit que c'est du côté opposé, du côté de la nature, qu'il faut diriger le gros de notre armée. Ça veut dire tout le monde devrait faire des maths appliquées. Et là, il dit, lorsque nous rencontrons un physicien, pouvez-vous intégrer telle équation? J'en aurais besoin d'ici à 8 jours. Et là, plus souvent qu'autrement, cette équation ne rentre pas dans l'un des types intégrables. Et là, on se fait dire, à quoi vous servez? En fait, on sert à répondre à la vraie question que la personne qui applique les mathématiques demande. Donc, ce n'est pas vraiment la solution qu'on veut, mais le comportement de la solution. Et donc, Poincaré rappelle qu'en fait, il avait introduit les méthodes qualitatives. Donc, on ne peut pas trouver une forme explicite de la solution, mais on peut quand même trouver les comportements de... Donc, le problème, chercher à connaître la forme générale que représente la fonction inconnue. Et pour terminer, je ferai de la publicité pour des activités locales liées à la biologie. Donc, il y a un congrès international qui va se tenir en juillet. Il y a un atelier qui va se tenir à Toronto. Et il y a un autre atelier qui va se tenir à Montréal qui, au mois de novembre, va couvrir certaines des applications. Et en particulier, on va parler de l'utilisation des données massives, les données portatives. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la Apple Watch pour pouvoir alimenter le diagnostic cardiaque? Et je vais terminer ici.